Liban, cessez-le-feu dans 1 heure en principe après de nouveaux bombardements israéliens sur Beyrouth-Ouest. La mission Habib continue. Conseil des ministres, le SAC, le service d'action civique, dissous par le gouvernement. La crise de l'automobile française, Peugeot réduira de 20% ses investissements l'an prochain. La réaction du ministre de l'Industrie. L'ajournement de la visite du président Mitterrand en Roumanie pour non-respect des droits de l'homme. Madame, Monsieur, bonsoir. Il s'agit d'une ligue factieuse dont l'action est fondée sur la violence et des pratiques voisines du banditisme, une association liée à des affaires de sang, des affaires d'argent et des affaires de secret. C'est en ces termes qu'à l'issue du Conseil des ministres de ce matin, le conseiller spécial du président, Jacques Attali, a annoncé la dissolution du SAC. Le service d'action civique, issu du service d'ordre du RPF, est créé en 1958 pour soutenir l'action du général de Gaulle. Le SAC avait progressivement dévié dans son recrutement et dans ses agissements jusqu'à être mêlé à de nombreuses affaires politico-criminelles. Il y a un mois, une commission d'enquête parlementaire dont l'opposition s'était retirée avait dénoncé les agissements illégaux du SAC tout en laissant au pouvoir exécutif le soin de décider ou non de sa dissolution. C'est donc chose faite en vertu d'une loi de 1936 visant les groupes de combat et autres milices privées. Les membres de la commission d'enquête avaient pourtant mis en doute l'efficacité d'une dissolution, convaincus, disait-il, que le SAC s'était déjà constitué sous d'autres noms et d'autres formes. Un rappel de l'histoire tumultueuse du SAC, Gérard Inet. C'est avec le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958 que le SAC apparaît officiellement. Composé de membres du RPF et d'anciens résistants, il a pour objectif de soutenir la politique du général. De nombreux futurs députés de la Ve République figurent alors parmi les gens du SAC. Il regroupe environ 4000 personnes. Il est implanté dans 80 départements et publie un bulletin, Action civique. À la tête du SAC, Pierre de Bizet. C'est lui qui a porté le SAC sur les fonds baptismaux, avec le parrainage de gaullistes aussi inconditionnels que Jacques Faucard, Roger Frey et Alexandre Sanguinetti. 1959, premier traumatisme, première hémorragie pour cette organisation. De Gaulle propose l'autodétermination pour l'Algérie. De Bizet démissionne, beaucoup de militants le suivent. C'est Faucard lui-même qui nomme son successeur, Paul Comiti, chef des gorilles de l'Élysée. Pour colmater la brèche, il faut faire vite. On recrute parmi certains truands. Les hommes du SAC occupent alors les couloirs de l'actualité politique, pratiquant le coup de main crapuleux, le cambriolage habile, avec parfois une jolie fusillade à la clé. Exemple ici, près de l'Étoile, en février 66, Christian David, gangster notoire, abat le commissaire Galibert qui veut l'arrêter à la sortie d'un bar. Avant de tirer, Christian David avait sorti sa carte du SAC. Pendant toute cette période, on retrouve la trace du SAC dans des affaires de campagne électorale, de trafic de drogue et à l'occasion de l'enlèvement de Mehdi Ben Barka. 1966, c'est aussi la première tentative d'assainissement. La carte du SAC, barrée de tricolore, est remplacée par un nouveau document à 2 volets. La grande peur de mai 68 regonfle les rangs du SAC. Près de 3000 recrues supplémentaires, des militants d'extrême droite et des anciens de l'OAS portent les effectifs à plus de 30 000. 1969, De Gaulle donne sa démission, Paul Comiti et Charles Pasqua lâchent le SAC. Pierre de Bizet rentre à nouveau en scène. Malgré les scandales, malgré les bavures, les affaires continuent. De 69 à 74, 189 membres du SAC se retrouvent en cour d'assises. 1974, nouvelle purge avec l'arrivée de Giscard d'Estaing. De purge en purge, on aboutit 1 an plus tard à la formation d'un SAC parallèle où chacun se met à son compte. L'affaire d'Auriol apparaît en juillet dernier comme l'ultime démonstration de la dégénérescence de ce mouvement. Un commando se réclamant du SAC extermine la famille de Jacques Masquet, ancien chef du SAC de Marseille. 6 morts, dont 7 enfants âgés de 8 ans.
C'est donc après l'affaire d'Auriol que la commission parlementaire d'enquête fut formée et commença à travailler dans des tensions politiques telles, je vous le disais, que les représentants de l'opposition refusèrent d'y participer. Le jour même, il y a à peu près un mois, où la commission d'enquête publiait son rapport, le président du RPR, Jacques Chirac, était l'invité d'Antenne 2 pour l'heure de vérité. Interrogé sur les liens entre le SAC et le RPR, Jacques Chirac dénonçait alors, je cite, un procès d'ordre politique pour l'essentiel, avec une procédure d'amalgame scandaleuse. Alors que le secrétaire général du SAC, Pierre de Bizet, s'est refusé aujourd'hui à toute déclaration, le président du groupe parlementaire RPR, Claude Labbé, estime que le gouvernement a fait là une erreur politique majeure, alors qu'au nom du Parti socialiste, son porte-parole, Bertrand Delanoë, se félicite de la décision. Nous croyons que le gouvernement vient de commettre une faute grossière, une faute politique grossière. En effet, rien n'a été prouvé en ce qui concerne les allégations du gouvernement. Et ce n'est pas un procès dont l'instruction est encore en cours, ce qui nous avait d'ailleurs amené à demander à nos représentants dans la commission d'enquête parlementaire de la quitter, ni les travaux de cette commission d'enquête qui peuvent servir de base au gouvernement pour prendre une décision aussi grave. Ce qui nous inquiète, c'est de voir qu'aujourd'hui on dissout d'un trait de plume une association régulièrement déclarée qui ne menace pas l'ordre public et qui ne menace pas du tout la nation. Et ceci est un fâcheux précédent et laisse présager des menaces contre nos libertés. La droite RPR et UDF a refusé de participer aux travaux de la commission d'enquête, ce qui d'ailleurs n'est pas très démocratique parce qu'il vaut mieux être là pour vérifier ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Premier élément. Deuxièmement, je crois que le RPR se serait honoré en se taisant ou en approuvant la décision gouvernementale. C'est vrai que le SAC était lié au RPR, mais lorsqu'on a en son sein une branche pourrie, eh bien on a le courage de s'en séparer. Et si on n'a pas le courage de s'en séparer, au moins on se tait et on n'essaye pas d'instruire un procès contre le gouvernement quand on a de telles choses et de tels actes dans ses bagages. Je crois que les Français savent bien ce qu'était cette organisation antidémocratique, donc le RPR aurait mérité un brevet de démocratie s'il avait eu le courage de dire bah oui, c'était pas bien et donc nous approuvons que ça n'existe plus. De son côté, le Parti communiste se félicite aussi de la dissolution du SAC. Autre dossier à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce matin, le financement de l'assurance chômage. Le gouvernement a adopté le principe d'une contribution exceptionnelle à l'UNEDIC de toutes les personnes actives ou en pré-retraite qui ne cotisaient pas jusqu'ici, c'est-à-dire les commerçants, les professions libérales, les agriculteurs, les artisans et les fonctionnaires qui, eux, pourraient être amenés à cotiser avant le 1er janvier prochain. Une exception est prévue pour les revenus inférieurs à 4 400 francs par mois. Le projet de loi ne sera soumis au Parlement qu'après les négociations prévues en septembre entre les partenaires sociaux. Le ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Pierre Bérégovoy, expliquant donc cette décision du Conseil des ministres, a demandé aux partenaires sociaux d'accélérer leurs discussions. Autre projet de loi examiné ce matin sur proposition du ministre des Transports, Charles Fitterman, les orientations nouvelles des transports intérieurs. De priorité, le développement des transports publics, urbains et ruraux, et l'amélioration du transport des marchandises. Si le projet reste encore très général, Guy Schwartz vous explique ce qui pourra changer dans notre vie. En devenant à partir du 1er janvier prochain un établissement public industriel et commercial, la SNCF obtiendra une large autonomie de gestion. En conséquence, l'État deviendra de moins en moins une vache à lait destinée à combler les déficits de la SNCF. Néanmoins, le statut des cheminots ne sera pas modifié. Par ailleurs, les lignes secondaires ne seront plus fermées sous prétexte qu'elles ne sont pas rentables, mais leur financement sera en grande partie assuré par les collectivités régionales. Si les transports collectifs seront privilégiés, les transports individuels par la route ne seront pas négligés. Ainsi, les péages des autoroutes seront progressivement supprimés. Dans le même temps, les voies réservées aux deux roues seront développées et dans les villes, les couloirs destinés aux véhicules prioritaires seront généralisés. Cependant, les piétons ne seront pas oubliés puisque, là encore, dans les villes, de nouvelles voies piétonnières seront créées. En matière de transport aérien, une harmonie sera trouvée entre d'une part Air France, Air Inter, UTA et d'autre part les autres compagnies publiques ou privées
qu'elles assurent des liaisons régionales ou des vols charters. Par ailleurs, les vols charters seront favorisés. Le gouvernement a par ailleurs décidé de consacrer 140 milliards de francs sur 5 ans à la mise en place de la filière électronique prévue par le ministre de la Recherche et de l'Industrie, Jean-Pierre Chevènement. Un dossier bien plus critique dans l'immédiat pour le ministre de l'Industrie, la crise de l'industrie automobile française. Le mot d'ordre est à l'économie, chez Renault et surtout chez Peugeot. Le directoire du groupe Peugeot, Citroën et Talbot a en effet décidé de réduire dès l'an prochain ses investissements de 20%. Le dossier Roselyne Koskas. La bonne santé de l'automobile l'année dernière a fait la place ces derniers mois à la morosité, voire à l'inquiétude. Les belles américaines et les allemandes se vendent de mieux en mieux. Et le mois dernier, une automobile sur 3 vendue en France était étrangère. Cette situation amène les grands constructeurs à reconsidérer leurs investissements et déjà le groupe Peugeot vient de décider de remettre en cause quelques-unes de ses dépenses. Nous avons investi environ 28 milliards de francs en 4 ans pour l'essentiel dans nos usines françaises. Alors pour l'avenir, dans la situation difficile que connaît actuellement la France, il faut que les entreprises apprennent à être plus performantes, c'est-à-dire à faire mieux avec moins. C'est ce que nous faisons. Nous voulons réduire le train de vie de l'entreprise, réduire les frais généraux pour consacrer l'essentiel de nos ressources au lancement des nouveaux produits. Mais cela n'aura aucune conséquence sur le lancement des modèles prévus en 1982, 1983 et 1984. Jean-Paul Paré reste donc relativement optimiste. L'avenir immédiat est pour lui assuré. Mais pour les pouvoirs publics, l'automobile française doit absolument croire à ses chances et pour cela beaucoup investir. C'est pour Jean-Pierre Chevènement le pari que prend la régie Renault qui augmente, elle, ses investissements. Je crois pouvoir vous dire qu'ils seront très élevés, de l'ordre de 5 ou 6 milliards de francs par an, je ne me souviens plus très bien, mais vous voyez, c'est un chiffre extrêmement élevé. Il faut justement que les entreprises nationales regardent vers l'avenir. Il ne faut pas s'abandonner à une sorte de morosité ambiante. Et il faut que nous puissions nous appuyer sur toutes les entreprises nationales pour faire des programmes d'investissement qui tireront le privé. Le privé en France est bien sûr Peugeot, mais il n'est pas sûr que ses critères de rentabilité soient les mêmes que ceux de Renault, entreprise nationale. À l'Assemblée nationale, les députés ont poursuivi aujourd'hui encore leur débat sur la loi électorale qui doit s'appliquer aux prochaines municipales. Daniel Brem, les choses ont quand même avancé. Oh, elles ont même tellement avancé, c'est une surprise, que la loi vient d'être votée par 315 voix contre 155. Autrement dit, la querelle entre les tribus gauloises qui se disputaient la potion magique est terminée jusqu'à l'automne. Alors voici un certain nombre d'amendements importants qui ont été votés. La loi d'abord s'appliquera aux villes de plus de 3500 habitants et non 5000 comme le proposait le gouvernement. Le nombre des conseillers municipaux sera augmenté en moyenne de 20%. Pour être candidat, il faudra avoir au moins 18 ans, mais pour être maire, tout de même au moins 21 ans. Enfin, au deuxième tour, pas de place dans les listes qui se maintiendront pour ceux qui n'auront pas franchi la barre fatidique des 5% de suffrages exprimés. Sur ce point, les socialistes n'ont pas cédé à la revendication des communistes et des radicaux de gauche et ils ont reçu le concours de l'opposition. Et puis, Daniel, grâce à Gisèle Halimi et peut-être à la potion magique, les femmes ont désormais droit à un quota de candidates sur les listes électorales. Oui, les choses se sont passées de la façon suivante. Alain Richard, socialiste, a proposé que sur les listes ne puissent comporter plus de 75% de personnes d'un même sexe. Alors n'allez pas croire immédiatement qu'un conseil municipal pourrait compter 3/4 de femmes. Non, non, non. Tout simplement 25%, c'est-à-dire le quart. Mais c'est tout de même un progrès, et c'est un progrès d'autant plus certain qu'il a ajouté prudemment une disposition complémentaire, à savoir que ce quart de femmes devra être fixé tous les 12 candidats. Vous le voyez, on n'est jamais trop prudent, Christine. Merci Daniel. Le Conseil constitutionnel, saisi par les sénateurs et les députés de l'opposition, a rendu son avis sur la nouvelle loi de l'audiovisuel. Elle ne sera pas applicable dans l'immédiat au territoire d'outre-mer, mais elle peut être promulguée immédiatement. Reste maintenant à nommer les membres de la haute autorité.
À l'étranger, l'actualité reste assourdie aujourd'hui par le bruit des armes sur Beyrouth. L'aviation israélienne a effectué de nouveaux raids. Aujourd'hui, sur le réduit de Beyrouth-Ouest, les duels d'artillerie ont repris en fin de matinée, mais le négociateur américain Philippe Habib a obtenu ce soir un cessez-le-feu qui doit intervenir dans moins d'une heure maintenant, un cessez-le-feu accepté par Yasser Arafat. Sur le plan diplomatique, en effet, le gouvernement israélien a accordé aux diplomates américains un nouveau répit de 2 jours pour obtenir une évacuation négociée des Palestiniens. Monsieur Habib a donc obtenu par ailleurs un cessez-le-feu ce soir. Hier soir, au nom de l'OLP, Yasser Arafat avait envoyé 4 messages urgents à Leonid Brejnev, Fidel Castro, François Mitterrand et au roi d'Arabie Saoudite pour dénoncer les dégâts infligés par les bombardements d'hier à la population civile. Les habitants de Beyrouth-Ouest ont en effet vécu hier la pire journée de la guerre. Gérard Sebag. Une vague d'avions israéliens vient de passer au-dessus de la ville, larguant des bombes de 500 kilos. C'est le tribut quotidien que Beyrouth paye à la guerre israélo-palestinienne. Les bombardements de ces dernières 48 heures sont sans doute les plus violents depuis le début du siège de la ville, des bombardements par air, mer et terre, mêlant les victimes civiles aux combattants palestiniens. Le nombre des victimes s'élèverait à 200 ou 300 morts et près de 400 blessés. Les objectifs israéliens étaient en partie situés sur la corniche Rauché qui borde le front de mer, où il y a une forte concentration de matériel militaire palestinien. L'artillerie palestinienne de son côté n'est pas restée inactive, répliquant sur les positions israéliennes. Arrivée et départ des obus, c'est un véritable fracas d'explosions qui monte de la ville de Beyrouth, auquel se mêlent les sirènes des ambulances. Si certains tirs israéliens sont particulièrement précis, prenant pour cible des positions militaires, d'autres paraissent plutôt dissuasifs à l'égard de la population pour tenter de briser son moral. Des immeubles entiers se sont effondrés sous les coups répétés, créant une véritable panique dans la ville. Les quartiers touchés étaient sillonnés par les ambulances qui déversaient ensuite les blessés dans les hôpitaux où se relaient nuit et jour des équipes de médecins et de secouristes. Et là, il y avait des civils, des hommes, des femmes et des enfants. Ce soir donc, cessez-le-feu en principe après les nouveaux bombardements aujourd'hui. En zone chrétienne, au sud-est de Beyrouth, les forces palestino-progressistes ont bombardé de leur côté des positions militaires israéliennes. Les palestino-progressistes, c'est l'étiquette donnée aux hommes qui continuent de se battre à Beyrouth pour la cause palestinienne. Philippe Gassot et Roland Tourte ont partagé leur vie quotidienne. L'armée palestino-progressiste, car c'est véritablement une armée, s'est installée dans ce qui est à la fois une guerre de position et une guérilla urbaine. Les dispositions sont prises ici en cas d'affrontement. Il n'est pas question de reculer, c'est ce que l'on affirme. Il n'y aura pas de drapeau blanc, tout le monde le sait. Chaque immeuble sur la ligne de front, qui peut fournir un abri à peu près sûr, ou qui est devenu stratégique, est occupé par les combattants installés dans les entrées ou les rez-de-chaussée. Le front sud est à 200 mètres. Là-bas, ce sont les positions israéliennes. Le périmètre a été à plusieurs reprises bombardé et les combattants ont tenu. Les routes doivent être traversées en courant en raison des tireurs embusqués. Pourtant, dans les périodes d'accalmie, on ne sent aucune nervosité, mais une grande attention à l'écoute ou à la lecture des informations en arabe. Ici, les combattants sont des communistes libanais ou des Palestiniens. Ils savent bien que leur sort ne dépend pas des négociations au Liban. Leur vie est peut-être suspendue à des décisions qui viendront de l'extérieur, de l'étranger. Ces hommes sont prêts à mourir s'il le faut, cela est dit sans aucune forfanterie, comme si c'était tout naturel, un choix, le tout ou rien. Ils ont tous cependant la conviction qu'ils sont en train de gagner. Les Israéliens n'ont pas pu rentrer dans Beyrouth, disent-ils, c'est déjà une grande victoire. Pour la plupart, ils sont prêts à respecter ce qui sera décidé par les leaders de leurs organisations politiques, mais ils ne croient pas devoir partir et ils sont loin de penser que leurs dirigeants leur demanderont de le faire. Je n'ai pas l'intention de quitter ce pays.
Mon fils est ici. Ma femme, mes parents et mon peuple sont ici. Pourquoi partirais-je? Et pour quel pays? My street is Jericho, in Palestine, and my family is Je viens de living, Jéricho, en in Palestine. Jericho now. Ma famille vit à Jéricho. In Beirut, in the Je suis à Beyrouth pour faire la I révolution. go from, Je ne quitterai Beyrouth que pour retourner à Jéricho, nulle part ailleurs, vivre dans ma famille, only Jericho, avec my ma street. femme. I will, with my family, in my street living, and my wife, also. Les Fédayines sont répartis sur la ligne de front par groupes plus ou moins nombreux, entre 5 et 30, selon les positions. Dans cette base, les soldats qui prétendent avoir détruit 3 chars ennemis et un bulldozer profitent de l'accalmie pour se reposer d'une nuit de veille. Ils s'intéressent, quand ils voient un étranger, à ce qui se dit d'eux dans le monde, à la façon dont réagit la France face aux agissements des Israéliens. La France qui représente pour eux l'espoir d'une solution. Ils prétendent qu'en dehors d'elle, tout le monde les a abandonnés, même les pays arabes. La France et l'Égypte s'efforcent justement de remettre l'affaire libanaise sur le tapis du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le projet de résolution soumis aujourd'hui demande le retrait de toutes les forces étrangères du Liban, le droit à l'autodétermination pour le peuple palestinien et la reconnaissance mutuelle et simultanée des parties en cause. Le Conseil de sécurité doit commencer demain l'examen de ce projet qui vise donc à la fois un règlement politique de la guerre et une solution juridique au problème clé, c'est-à-dire la création d'un État palestinien. Contrairement à ce qui était prévu, le président Mitterrand n'ira pas en visite officielle en Roumanie en septembre. Même si le principe de la visite reste acquis, les rapports franco-roumains se sont visiblement détériorés ces derniers mois. Le régime roumain a une conception des droits de l'homme pour le moins restrictive. De nombreux cas humanitaires alourdissent le contentieux franco-roumain, mais l'affaire la plus grave reste la disparition de l'écrivain Virgile Tanase, né roumain et naturalisé français. Virgile Tanase n'a plus donné signe de vie depuis le 20 mai dernier. Opposant déclaré au régime de Bucarest, il venait de publier dans le magazine Actuel un article haut en couleur sur le roi Ceausescu Ier. L'affaire Tanase, Jérôme Bonny. Le 20 mai dernier, à 9h du matin, Virgile Tanase quitte son domicile du 26 boulevard de la Bastille à Paris, après avoir dit à sa femme qu'il se rend au jardin du Luxembourg, où il a rendez-vous pour une traduction. Depuis, pas de nouvelles, Virgile Tanase n'est jamais revenu dans son appartement du rez-de-chaussée. Pour ses proches, il a été enlevé par la Securitate, les services secrets roumains. Peut-être une représaille. En effet, l'écrivain journaliste avait publié au mois de janvier dernier, dans la revue Actuelle, un article pamphlétaire présentant le président Nicolae Ceausescu sous un jour particulièrement peu flatteur et dressant la liste de tous les membres de la famille du président roumain occupant des postes clés au sein du gouvernement ou du parti. À la brigade criminelle, on nous a dit que l'enquête n'avait pas avancé depuis la disparition de M. Tanase, mais ici, à la rédaction de la revue Actuelle, vous poursuivez votre propre enquête puisque M. Tanase était un collaborateur et un ami. Est-ce qu'à votre avis, il est encore vivant ? Nous avons la conviction qu'effectivement Virgile Tanase est encore vivant. Nous, on pense que Virgile Tanase a été enlevé dans l'intention de le répatrier contre sa volonté en Roumanie. La première partie de l'opération, elle a été bien menée, Virgile Tanase est disparu, mais nous on pense que la deuxième partie de l'opération, donc le transfert de Virgile hors du territoire français, a échoué. D'une part parce que les autorités ils ont été mises en alerte très rapidement et des mesures très sérieuses ils ont été adoptées, et d'autre part un certain tiraillement entre les services secrets dirigés personnellement, la branche des services secrets dirigée personnellement par les dictateurs roumains et les services officiels qui sont plus en bonne relation avec les autres pays de l'Est. Donc on croit effectivement que Virgile Tanase est dans les mains des services secrets de la Roumanie, au moins d'un groupe d'action des services secrets de la Roumanie, mais qui se trouve encore en territoire national.
Dans tous les cas, le sort de Virgile Tanaz, que l'on voit sur ces images alors qu'il donnait un cours d'art dramatique peu avant sa disparition, inquiète les pouvoirs publics français, comme le président Mitterrand le précisait lors de sa conférence de presse du 9 juin dernier. Je n'ai rien négligé. Et c'est une affaire que j'ai suivie de jour en jour. Et s'il était démontré, hypothèse tragique, que M. Tanaz a disparu pour ne pas reparaître, cela entamerait sérieusement la nature des relations entre la Roumanie et la France. Donc le président Mitterrand a décidé de ne pas aller en Roumanie. Après les attentats de la semaine dernière à Paris, l'imbroglio arménien continue. Un correspondant se réclamant du groupe Orly a affirmé que son mouvement allait continuer les attentats puisqu'un accord secret conclu avec le gouvernement français aurait été rompu. Après le ministre de l'Intérieur, lundi dernier sur cette antenne, le cabinet du Premier ministre dément à son tour l'existence d'un tel accord. Par ailleurs, le mouvement national de soutien à l'Assala, l'organisation de l'armée secrète arménienne, lance un appel à l'arrêt des attentats et met en doute le caractère arménien du groupe Orly. Une autre organisation, le Dashnak, majoritaire dans la communauté arménienne française, dénonce au contraire les liens entre Assala et le groupe Orly. Nouveau rebondissement dans l'affaire des fausses factures de Marseille. 3 personnes ont été incarcérées aujourd'hui à Nice et à Rennes. Au total, 11 personnes ont donc été écrouées depuis mardi pour leur participation à l'affaire de société fictive montée par l'inspecteur des impôts niçois, Julien Zemmour. Rebondissement aussi dans l'affaire du petit Julien Borel, cet enfant dont le grand-père et l'oncle se sont longtemps disputé la garde jusqu'à ce que le tribunal de Carpentras le confie au grand-père. L'oncle a tenté aujourd'hui d'enlever l'enfant, il a tiré sur le grand-père sans l'atteindre avant d'être interpellé par les gendarmes. Il a été inculpé de violence mais laissé en liberté. Place au sport maintenant et d'abord à la voile avec un nouveau monstre des mers, le trimaran d'Eugène Rigidel, mis à l'eau hier à Brest. C'est le plus gros trimaran de compétition jamais construit. Rigidel compte le manœuvrer seul dans la route du Rhum. Olivier Ray. Trimaran gérant pour Eugène Rigidel, jugé plus tôt. 27 mètres de long, 15 mètres de large, une voilure de 345 mètres carrés, portée par un mât unique de 30 mètres de haut. Et enfin des spies de 500 mètres carrés. Coût de l'opération, 3 millions de francs seulement pour la construction. Financée par un grand fabricant de conserves, mise en boîte à éviter pour Rigidel et le parrain du multicoque, Claude Brasseur. Je pense que selon les vents, les allures, le catamaran est plus rapide ou le trimaran est plus rapide. Ce que je crois, c'est que sur les 3 années de course, j'espère faire la démonstration que le trimaran est plus rapide que tout le monde. Rendez-vous le 7 novembre prochain au départ de la route du Rhum. Souhaitons donc bon vœu au brave Eugène et à son nouveau monstre. Bon vœu et bon vent. Le champion olympique de fleuret, Vladimir Smirnov, soviétique, a succombé à la grave blessure dont il avait été victime il y a 10 jours lors des championnats du monde à Rome. Il y aura un quartet demain à Enghien dans le prix de la Méditerranée. Vous voyez les pronostics de Pierrette Bresse, le 14, le 12, le 15, le 9, le 5, le 17, le 6 et le 8. D'autres chiffres, ceux du loto. Il fallait jouer au loto. Le 1, le 7, le 24, le 28, le 32 et le 47. Numéro complémentaire, le 36. Maintenant, le temps et d'abord les conseils futés d'Alain Gillot-Pétré pour le chassé-croisé des vacanciers à la fin de la semaine. 10 millions de personnes sur les routes en 3 jours, cela fait du monde et des bouchons. Pour les éviter, bison futé. D'abord les retours. Vendredi, les plus gros bouchons auront lieu dans la vallée du Rhône entre 10h et 20h, ainsi qu'à Lyon et ses environs entre 11h et 22h. Et de toute façon, les portes de Paris. Pour les départs de la région parisienne, samedi 31 juillet, évitez de partir entre 0h et midi, samedi sera le jour le plus lent. Dimanche, toujours pour Paris, ne partez pas entre 3h et 9h, la même chose pour lundi mais dans une moindre mesure, entre 3h et 9h. Deuxième point noir de la circulation, la région Rhône-Alpes pour les départs des Haussiens. Les plus gros bouchons seront observés samedi 31 de 6h à 18h, mais on roulera très bien de 3 à 6h. Dimanche,
toujours pour Rhône-Alpes, mauvaises heures de 9 à 15 heures et circulation très ralentie de 6 à 9 heures. Enfin, aucun problème lundi 2 août entre 3 heures et 9 heures, mais très mauvaises conditions de 9 à 15 heures. À vous de choisir. Vous avez compris que c'était enregistré. D'autant que je me suis laissé dire qu'il allait y avoir des bouchons sur les routes à cause des paysans. Et puis également des conditions météo pas terribles, car revoilà les orages. Les orages que l'on voit également sur la photo satellite de 14h30. Voilà, ils sont ici, sur l'Espagne. Ne vous laissez pas prendre par leur petitesse. Ça vous paraît petit, mais c'est près de 36 000 km de la Terre. C'est petit vu d'en haut, mais c'est gros vu d'en bas. La carte pour demain va vous indiquer région par région où ils seront demain. Demain, aux alentours de midi, ils se situeront sur le sud-ouest et progressivement, en cours de journée, ils atteindront le sud de la Loire et le sud-est, ce qui peut être excellent si par hasard il pouvait beaucoup pleuvoir sur le sud-est, c'est très bon à cause de la sécheresse. Partout ailleurs, c'est du beau temps avec quand même quelques passages nuageux, surtout le matin et surtout du nord à l'Alsace. Les températures vont monter grâce aux orages, 23 degrés de moyenne sur le nord de la Loire, 26 à 27 degrés de moyenne au sud de la Loire, c'est encore en dessous des normes, mais ça grimpe tout de même. Demain, jeudi 29 juillet, 3 minutes de soleil en moins, levé 6h21, couché 21h32, c'est la Sainte Marthe qui est la patronne des maîtresses de maison et des hôteliers. À 23h15, Patricia Charnelet pour un dernier journal. Demain midi, Philippe Labro vous parlera de la mode. Je vous retrouverai demain à 20h. Bonne soirée sur Antenne 2.